Donc pour commencer, je vais me présenter. Donc comme Louis l'a dit, je m'appelle Mallory Morin, je viens de La Rochelle. Donc là, j'arrive tout droit même de Marseille parce que j'ai fait un week-end à Marseille pour aller plonger. Ça faisait 2 ans que je n'avais pas plongé. Et puis je retourne à La Rochelle demain. Et il y a 3 ans, j'ai créé Bluetopia, qui est une association loi 1901, donc à but non lucratif, qui a une mission, celle d'encourager les citoyens et les citoyennes comme vous à agir pour préserver l'océan. Et si j'ai créé cette association, c'est parce que j'ai grandi à La Rochelle, que j'étais très proche de l'océan, que je faisais du surf quand j'étais au collège et au lycée, j'en fais encore maintenant, même si j'ai arrêté pendant mes études. Ensuite, je me suis mise à la plongée sous-marine, je suis devenue guide de plongée sous-marine. Et en fait, en passant tout ce temps dans l'océan, je me suis rendu compte que c'était incroyable, qu'il y avait des choses vraiment très belles à voir sous l'eau. On le voit là, des coraux, des poissons, des raimentas, des dauphins, tout ce que vous voulez, toutes les belles images que vous pouvez avoir en tête. Mais aussi qu'il y avait des problèmes qui menaçaient ces merveilles de l'océan. Le premier problème dont on s'est rendu compte avec Julien qui a créé Bluetopia avec moi, c'est celui de la pollution plastique. Et puis il y en a plein d'autres, et notamment le dérèglement climatique qui va impacter en partie les coraux et d'autres encore. Et en fait, en se rendant compte de tous les problèmes qui menaçaient l'océan, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait beaucoup de solutions qui existaient pour résoudre ces problèmes-là, mais qu'elles n'étaient pas assez connues, qu'on ne les diffusait pas assez et du coup qu'on ne les appliquait pas assez. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de créer Bluetopia pour partager toutes les solutions qu'on découvrait pour préserver l'océan et qu'on pouvait nous mettre en place à l'échelle individuelle parce que les gouvernements, évidemment, ça a plus d'impact, les industries aussi, mais ça prend du temps. Et on n'a plus le temps d'attendre que ça change et donc on peut nous aussi agir au quotidien pour faire bouger les choses et avancer dans la bonne direction. Donc ce qu'on fait concrètement avec Bluetopia, c'est qu'on lance des campagnes thématiques donc sur des sujets en lien avec l'océan, toujours avec un angle positif, donc on parle des problèmes évidemment, mais on parle surtout des solutions qui existent pour les résoudre. Et dans ces campagnes-là, on crée des outils, donc un film documentaire, en l'occurrence une série documentaire pour la première campagne, et bientôt une exposition photo, des épisodes de podcast. Ça n'a pas encore été fait, mais c'est l'objectif de la prochaine campagne. Et puis pour les diffuser au mieux, pour maximiser leur impact, on fait des événements grand public, on intervient dans des écoles, dans des universités, et puis dans des entreprises aussi. Donc on essaye de les partager au plus grand nombre. La première campagne qu'on a faite, Louis en a parlé, c'est l'autre confort. Donc c'est cette série documentaire qui sera diffusée en décembre à l'université, que vous pourrez venir voir, qui est disponible aussi en ligne sur imagotv.fr. Donc là, on a parlé vraiment des solutions à la pollution plastique dans l'océan. C'était ce qui était le plus visible quand on va sur la plage ou qu'on va dans l'océan. C'est la première chose qu'on voit. Sauf qu'en fait, c'est peut-être pas ce qui a le plus d'impact, et ça, on s'en est rendu compte après. Il y a plein d'autres choses qu'on fait dans nos quotidiens qui vont avoir un impact de près ou de loin sur l'océan. Du coup, ce qu'on va voir ensemble ce soir, on est là pour 1h30, un peu moins maintenant, c'est faire l'état des lieux de où est-ce qu'on en est sur notre empreinte écologique. Ensuite, on va réfléchir ensemble aux leviers d'action qu'on peut activer en tant que citoyen et citoyenne, donc à l'échelle individuelle, pour pouvoir réduire cette empreinte écologique. Et enfin, on verra quelques pistes de réflexion pour aller un peu plus loin. Est-ce que vous êtes prêts et est-ce que vous êtes en forme? Ouais. Ok, c'est parti. État des lieux. Est-ce que quelqu'un dans la salle a déjà calculé son empreinte écologique? Louis? Ouais. Je ne saurais pas te dire pour un calcul du résultat, mais j'étais un peu en dessous de la moyenne. Ok. J'ai déjà fait sur le site du gouvernement. Ok, ça marche. Est-ce que quelqu'un d'autre l'a fait? Moi, j'avais fait sur un site qui évaluait un peu l'empreinte carbone, mais je ne me rappelle plus c'était quoi le nom du site. Ouais, peut-être Global Footprint, quelque chose comme ça. Ouais. Ok. Ouais, il y a plusieurs sites qui permettent maintenant de calculer son empreinte carbone ou son empreinte écologique de manière plus globale. On ne va pas le faire maintenant parce qu'on n'a pas le temps et on perdrait 10 minutes ensemble, c'est dommage. Mais du coup, j'enverrai de toute façon à Louis toutes les infos pour aller plus loin et du coup le lien pour que vous puissiez calculer votre empreinte écologique ce soir en rentrant ou plus tard quand vous en aurez envie. C'est assez intéressant puisque ça permet de se rendre compte de tous les leviers qu'on peut activer ou en tout cas une partie des leviers parce qu'évidemment ça ne peut pas être exhaustif. Ça se fait en 5 minutes ou 15 minutes en fonction de si vous choisissez la version courte ou longue. Donc il y a des raccourcis, mais ça permet de se rendre compte un peu de là où est-ce qu'on peut être un peu meilleur, où est-ce qu'on peut s'améliorer, où est-ce qu'on peut réduire son empreinte écologique.
Donc le site, moi, que j'aime bien utiliser, c'est Global Footprint Network, il me semble. Il y aura le lien et c'est assez sympa. Et du coup, vous allez arriver à un résultat qui est en termes de planètes. Donc c'est le nombre de planètes qu'il faudrait si tout le monde vivait comme vous sur la planète. Et ça permet de calculer le jour du dépassement. Le jour du dépassement, c'est le jour à partir duquel on a épuisé toutes les ressources de la planète. Donc cette année, c'est tombé le 29 juillet. C'est à la moitié de l'année. C'est de plus en plus tôt dans l'année. C'est-à-dire qu'on utilise de plus en plus vite les ressources que la planète nous offre. La seule bonne nouvelle, c'était l'année dernière pendant le Covid. C'était 3 semaines plus tard, en août. Parce que on a ralenti notre consommation et que évidemment on a utilisé un peu moins de ressources que d'habitude. Mais là, c'est reparti comme avant, sur les chapeaux de roue. Tout ça pour vous dire qu'on fait face aux plus grands défis de l'histoire de l'humanité. Ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux d'Aurélien Barraud, qui est un astrophysicien qui est de plus en plus médiatisé, vous connaissez peut-être. Il a écrit un super livre qui a le même titre. Et donc, il parle de la crise écologique, mais aussi sociale, parce qu'en fait, on parle beaucoup d'écologie, mais c'est aussi lié à plein d'enjeux sociaux. Donc, le plus grand défi de l'histoire de l'humanité est la 6e extinction de masse des espèces. Est-ce que vous savez quand était la 5e, donc la dernière? La 5e extinction de masse qu'on a connue? Personne? C'était il y a 65 millions d'années, et c'était les dinosaures. C'était les dinosaures, ça a pris beaucoup de temps avant qu'ils s'éteignent. Mais là, en fait, nous, on est dans la 6e extinction de masse, et c'est nous qui la causons. Et elle est très rapide par rapport à toutes les autres précédentes qu'il y a eu. Donc ça montre qu'on est en train de faire n'importe quoi, hein, vous le savez déjà. Je ne vais pas vous plomber beaucoup plus longtemps, promis. Mais voilà, c'était pour poser un peu les choses. On a même trouvé un nouveau nom pour l'ère dans laquelle on vit, c'est l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est... Ouais, je vois des têtes qui se hochent. Est-ce que vous connaissez ce terme? Non? L'Anthropocène, c'est un mot qui montre qu'on a tellement d'impact sur la planète que tous les changements géologiques même sont rapides et sont liés à ce que nous, on fait. Donc c'est pour montrer que l'empreinte humaine est de plus en plus importante et qu'on est en train de tout bouleverser. Donc on a dit qu'on n'allait pas parler que d'empreinte carbone, mais c'est quand même une grosse partie de notre empreinte écologique. Si on ne résout pas le climat, on ne résoudra pas grand-chose. Est-ce que vous savez à quoi ça fait référence, ces chiffres? Comment? L'oxygène. L'oxygène, non, c'est pas ça, mais bien essayé. C'est des tonnes de CO2, ou en tout cas d'équivalent CO2. 12 tonnes, ce serait pas l'impact qu'on a actuellement donc en 2020, il faudrait réduire à 2 tonnes en 2050 pour atteindre la neutralité carbone. Ouais, exactement. Donc 12 tonnes, c'est 12 tonnes d'équivalent CO2 qu'on émet chaque année en tant que Français ou Française. Donc c'est par habitant en France. Ça, c'est aujourd'hui. Si on veut respecter l'accord de Paris sur le climat et donc rester en dessous des 1,5 degrés en plus par rapport à l'ère industrielle, il faudrait qu'on soit à 2 tonnes par personne en France. Il y a du boulot. C'est faisable. Il y a plein d'actions qu'on peut mettre en place pour y arriver. Ça veut dire que dans 10 ans, même pas, il faut qu'on ait déjà divisé par 2 nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc en 2050, qu'on les ait divisées par 6, si je calcule bien. Voilà, ça c'est un peu quelques chiffres pour se rendre compte de où est-ce qu'on en est et tout le chemin qu'il y a à parcourir. Et la grosse question, c'est faire sa part. Est-ce que ça a vraiment de l'importance que nous, en tant qu'individus, on agisse? Qui est-ce qui est responsable de tout ça? Qui est-ce qui doit faire en sorte qu'on arrive aux 2 tonnes, qu'on réduise un maximum notre empreinte écologique? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est beaucoup les entreprises aussi, les industries qui sont responsables Ouais. de tout ça. Donc plutôt les industries. Ouais. Qui d'autre? Ouais. Tout ce qui est automobile. Tout le monde? Alors attendez, parlez pas en même temps. Tout le monde? Ok. C'est vrai que tout le monde
Mm. Donc il y a des manières de consommer avant qu'il y ait une entreprise. Ouais. Tu voulais ajouter quelque chose? Tout ski? Automobile. Ok, donc plutôt l'industrie automobile qui devrait se bouger en priorité. Ok. Bon, moi, je suis plutôt d'avis de vous deux. C'est que ouais, c'est tout le monde en fait. Si on remet tout le temps la faute les uns sur les autres, on va jamais s'en sortir. Clairement, les industries, ils ont une grosse part à jouer. Les gouvernements aussi, parce que c'est en votant des lois et en interdisant des choses, en donnant de l'argent pour que d'autres voient le jour, qu'on va accélérer le rythme et qu'on va réussir à résoudre tout ce grand défi qui est devant nous. Mais nous aussi, on peut dire ce dont on a envie, on peut dire à certaines entreprises qu'on a envie d'acheter, on peut dire au gouvernement ce qu'on a envie de voir advenir comme loi. La pression de l'opinion publique, c'est assez important et ça fait bouger les choses. Si on n'achète plus, si demain plus personne n'achète de Coca-Cola, je vous dis que Coca-Cola, ils vont changer et qu'ils vont peut-être se remettre aux bouteilles en verre, qu'ils vont changer leur formule. En fait, c'est aussi notre pouvoir en tant que consommateur et consommatrice qui est hyper important. Donc, on peut reparler du consommateur, ce mot qui a été pas mal utilisé, mais en fait, c'est vraiment ça. C'est aussi un vote, tout ce qu'on fait au quotidien. Certes, en fonction de nos moyens, de où est-ce qu'on habite, c'est plus ou moins facile, mais il y a des choses qu'on peut tous et toutes faire. Faire sa part, c'est aussi le nom d'un rapport de Carbone 4. Donc là, on revient à l'empreinte carbone pour le coup, qui a étudié à quel point est-ce qu'on arriverait à baisser les émissions de gaz à effet de serre si tout le monde était des citoyens et citoyennes parfaits. Donc en gros, ils ont dit si tout le monde devenait végétarien, prenait les transports en commun ou faisait à pied, en vélo, tous ces transports. Si tout le monde habitait dans un logement qui est très bien rénové énergétiquement et qui n'a pas de fuite énergétique, alors on arriverait à baisser de 25%. Donc c'est déjà un bon pas. C'est clairement pas suffisant, on est d'accord. Ça veut dire que les industries et que les gouvernements, ils doivent aussi y mettre du leur et avancer avec nous. Mais en fait, sans cette base-là, on ne pourra pas aller plus loin. 25% les émissions de CO2? Oui, des équivalents CO2. Je vous mettrai le lien aussi du rapport, il est très court, il est intéressant. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on va vous parler de ce qu'on peut faire nous à l'échelle individuelle, parce que de toute façon, vous n'êtes pas encore, ou sûrement pas dans des industries, dans des grosses entreprises, vous n'êtes pas non plus au gouvernement, vous êtes parfois à la tête, ou en tout cas dans les équipes pédagogiques de l'université, de l'IUT. Et du coup, bon, il y a des choses qui peuvent être faites, parfois c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, là, on va parler de ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle et ça vous donnera peut-être des idées pour voir les choses un peu plus grand après. Donc, il y a 8 leviers d'action que je veux aborder avec vous, mais je n'ai pas envie de tout vous dire tout de suite. Est-ce que vous avez des idées de leviers d'action qu'on peut activer pour réduire notre empreinte écologique ? Le transport, par exemple ? Ouais, le transport. Ok, ça va être un des leviers. Transport, on en a un. L'alimentation. Ouais, c'est le premier. L'alimentation, oui. Ouais, les déchets, complètement. Troisième. La consommation, réduire ce qu'on demande en transport, en fait, tout ce qui se fait livrer, comment les produits, plutôt acheter des produits qui n'ont pas de longue chaîne d'assemblage. Ok. Donc plutôt sur les transports et sur consommer local, c'est ça ? Ok. Ça marche. L'énergie et puis l'éducation. Qui est-ce qui parle ? Ah, c'est toi. L'énergie, ouais. Alors l'énergie, c'est un des piliers. On a dit l'énergie, déchets, alimentation, transport. La consommation, ça va être un peu global et ça va tous les revenir sur le... Ouais. Et le numérique, je dirais. Le numérique, complètement. Ça, c'est le 5e. Il y en a encore 3. Ouais. L'occasion plutôt que le neuf. Ouais. Alors pareil, ça va être global. Ça va recouper un peu tous les leviers d'action, mais complètement. Ok, il y en a 3 autres et là, je les ai plus en tête. Donc, on va avancer les slides et on va les découvrir ensemble. Donc, le premier, c'est l'alimentation. L'alimentation, il y a plein de choses à dire. Alors, la dernière fois que j'ai fait cette conférence, on est resté 1 heure sur l'alimentation. Donc, on va éviter de faire la même chose. À votre avis, c'est quoi qui va faire que l'alimentation, elle va avoir un impact plus grand ou plus faible ? Le fait de consommer local,
peut Ok. aussi réduire la consommation de viande, puisqu'on sait que ça produit beaucoup d'eau, enfin, ça consomme beaucoup d'eau. Ouais. Donc du coup, local, première chose, parce que les transports de marchandises, c'est souvent sur des gros bateaux, des gros paquebots sur lesquels on met des conteneurs et qui vont traverser le monde entier pour acheminer nos marchandises, si ce n'est pas par avion, ce qui est encore pire. Sur le transport maritime, il y a plein d'impacts. Donc il y a les émissions de gaz à effet de serre, encore cette empreinte carbone. Il y a la pollution sonore. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la pollution sonore, mais en fait, tous ces gros bateaux-là qui vont permettre d'acheminer des produits pour que nous, on les consomme, qui viennent de l'autre bout du monde, bah, ça fait du bruit. Et ça fait du bruit surtout pour la faune qui est en dessous, dans l'océan. C'est un sujet dont on parle peu parce que c'est pas visible. Mais par contre, les animaux, ils l'entendent bien. Le son sous l'eau, il se propage beaucoup plus vite que sur Terre. Et en fait, les mammifères marins, notamment les poissons, ils ont besoin d'entendre ce qui se passe autour d'eux pour repérer leur proie, pour repérer les membres de leur famille avec qui ils vont avancer, pouvoir se protéger. Ça va leur faire très mal aux oreilles aussi parfois, ça peut leur percer des organes, ça peut aller jusqu'à la mort des mammifères marins en fonction de l'intensité du bruit. Donc ça, c'est un des impacts du transport de marchandises. Et puis il y a la pollution lumineuse, pareil, les bateaux, ils sont éclairés et ça va désorienter les mammifères, les poissons qu'il y a sous l'eau. Donc il y a plein d'impacts comme ça qu'on ne connaît pas trop. Un autre, c'est les eaux de ballast. Est-ce que vous savez ce que c'est les eaux de ballast? Ouais. Oui. C'est les eaux qui sont dans le navire qui permettent de l'équilibrer quand il est vide. C'est ça. Le problème, c'est qu'elles sont pompées à un endroit et rejetées dans un autre port à l'autre bout du monde. Ouais. Et du coup, le problème avec ça, c'est que on va prendre des eaux, imaginons, on est au Japon, on prend les eaux dans un port au Japon et puis on va les déverser dans un port au Havre, par exemple. En fait, c'est les écosystèmes du Japon, ils n'ont rien à voir avec les écosystèmes français au Havre. Et donc, du coup, on a sûrement transporté des espèces qui viennent du Japon, qu'on va déverser au Havre et qui n'ont rien à faire là, et qui potentiellement peuvent devenir des espèces invasives et du coup qui vont dérégler tout l'écosystème local. Donc ça, c'est aussi un des impacts dont on ne parle pas. Pour équilibrer les porte-conteneurs, en fait, quand on a tout enlevé, quand on a enlevé toute la marchandise qu'il y a dedans, les navires ils reviennent à vide souvent. C'est pas du tout optimisé. On pourrait d'ailleurs réfléchir à comment optimiser ça. En tout cas, il faut voilà, les équilibrer, donc mettre ces eaux de ballast, et ça, c'est un des impacts qu'il va y avoir. Ça, c'est pour le transport. Ensuite, il y a l'élevage, et donc la question de la viande. Donc, tu as parlé de l'eau, de la consommation d'eau. Est-ce que vous voyez d'autres impacts de l'élevage? Ouais. Comment? Ah, c'est toi. Le méthane. Le méthane, ouais, tu peux expliquer? Je sais que tout ce qui est élevage bovin, du coup, ça produit du méthane. Et le méthane, du coup, ça a un fort pouvoir de réchauffement par rapport au CO2. Je crois que c'est 10 fois une particule de méthane, je crois que c'est 10 particules de CO2, je ne me trompe pas. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, c'est au moins 10. J'hésite entre 10 et 30, mais c'est peut-être 10. Ça a plus d'impact que le CO2 et du coup, l'élevage du bovin, ça projette pas mal de méthane. Ouais, donc l'élevage de bovins, il y a ces émissions de méthane. Donc le méthane, tu l'as dit, ça a un pouvoir réchauffant plus fort. Par contre, ça reste moins longtemps dans l'atmosphère. Donc à court terme, c'est pire. À long terme, on va dire que c'est mieux. Mais clairement, ce n'est pas ce qu'on a envie d'émettre le plus. Il y a, quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre sur l'élevage, il y a aussi à prendre en compte toute la chaîne qui va permettre qu'on ait notre pièce de viande dans notre assiette. C'est qu'en fait, l'animal, il n'est pas tout de suite à une taille parfaite avec la graisse qu'on veut. Il faut aussi le nourrir. Et en fait, il y a les émissions de tout ce qu'on va planter, faire pousser pour nourrir les bovins. Ou peu importe d'ailleurs, tous les animaux. Sur les bovins, on peut le faire à l'herbe. C'est de moins en moins le cas aujourd'hui, mais c'est possible encore. Et du coup, il y a tous les céréales qu'on va produire pour pouvoir nourrir ces animaux. Et en fait, le problème, c'est que c'est des ressources qu'on pourrait mettre pour nous nourrir nous directement, mais qu'on va donner à des animaux. Et du coup, on a une perte d'énergie et du coup de calories à la fin, parce qu'on a un intermédiaire entre les deux. Donc ça, c'est un des impacts de l'élevage. Est-ce que vous en voyez d'autres? Le rejet des déchets des animaux. Ouais. Tout ce qui est les déjections, ça se retrouve n'importe où et c'est très dangereux. Ok, et c'est dangereux en quel sens? Mais ça permet la prolifération de bactéries, de
vous n'êtes pas très loin de la Bretagne. C'est un gros sujet en Bretagne, les algues vertes. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, vous les avez sûrement déjà vues. Moi, je suis allée en Bretagne qu'une fois, j'en ai pas vu encore. Mais on va les voir pour le documentaire. Les algues vertes, c'est un gros problème. C'est dû notamment aux engrais azotés qu'on utilise. Donc après, on va parler des intrants. Mais du coup, quand on utilise des engrais azotés, ça va favoriser la production de nitrates dans les milieux. Et ces nitrates-là, c'est des nutriments pour les algues vertes. Et du coup, les algues vont se nourrir des nutriments. Et puis, elles vont proliférer. Et en fait, elles vont obturer tout le milieu parce qu'il n'y a plus de lumière qui va passer. Donc, plus d'oxygène, plus de photosynthèse. Et donc, ça fait la création de zones mortes. En plus des problèmes sanitaires qu'on connaît sur les algues vertes, parce que ça a des odeurs très nauséabondes qui peuvent être dangereuses pour les humains comme pour les animaux qui vont se balader sur les plages où il y a ce phénomène d'algues vertes. Donc ça, c'est un autre impact. Et du coup, il y a les intrants chimiques, toute la question des pesticides aussi, pas forcément liés directement à l'élevage, mais peu importe ce qu'on cultive, ce qu'on produit, les pesticides, ça va, vous le savez, avoir un impact sur tous les milieux, sur les sols, sur les cours d'eau et puis derrière sur l'océan, parce qu'il n'y a rien pour les filtrer jusqu'à l'océan. Il y a un autre impact de l'élevage, c'est la déforestation. Est-ce que vous voyez le lien entre les deux ? Oui. Bah oui, pour que les animaux puissent paître, en fait, on déforeste pour créer des zones vertes, des zones de champs et pouvoir avoir des accès au sein. Oui, il y a ça. Et il y a autre chose ? Oui. Il y a aussi, comme vous en parliez tout à l'heure, toutes les plantations qu'on va devoir planter pour pouvoir nourrir les animaux. Donc il y a le gros sujet là, du moment, ou en tout cas des dernières années dont on a beaucoup parlé, c'est le soja. Le soja, mais à destination des animaux, pas des humains. Il ne faut pas se tromper quand on en parle. En Amazonie, quand on déforeste pour planter du soja, c'est 90% du soja qui va être donné aux animaux, que derrière, nous, on va manger. Donc ça, c'est un des impacts qui est important. Et du coup, quand on déforeste, en fait, ça relâche aussi des gaz à effet de serre qui étaient emprisonnés par les arbres depuis très longtemps. Et c'est des gaz à effet de serre qui vont devoir être absorbés quelque part d'autre, donc par d'autres forêts, en tout cas celles qui existent encore, et puis par l'océan, qui absorbe beaucoup de gaz à effet de serre et qui devient de plus en plus acide. Et ça va avoir un impact sur les coraux, tout est lié. Hein, la planète est bien faite, mais du coup, l'océan qui s'acidifie, ça a un impact sur tous les organismes calcifiants, dont les coraux, qui ont des squelettes calcaires, qui, eux, abritent 25% de la biodiversité marine. Donc en fait, tout ça a un impact sur l'océan, sur le vivant de manière générale, qui nous entoure. Sur l'alimentation, il y a autre chose dont on n'a pas parlé, c'est la pêche et la surpêche. Est-ce que vous connaissez un peu les différents impacts que ça peut avoir? Ouais. Avec la pêche intensive, l'extinction de certaines poissons. Et puis aussi, ça va tout dérégler autour, quoi. Enfin, la manière dont se nourrissent d'autres espèces, par exemple, etc. Ok. Donc la surpêche et la surexploitation ce qu'on appelle des stocks. Parce qu'on s'est approprié ce qu'il y a dans l'océan. Maintenant, on appelle ça des stocks de poissons. Ok. Et il y a un impact important, c'est que cette surpêche, en fait, elle est principalement due à tous les gros navires industriels, de pêche industrielle, qui vont pêcher sans être sélectifs. En fait, avant, on pêchait à la ligne, on pêchait sur des tout petits bateaux, on savait exactement ce qu'on voulait pêcher, et du coup, il n'y avait pas trop de dégâts à côté. Aujourd'hui, on pêche avec des très gros filets, avec des gros chaluts qui soit raclent le fond, soit raclent un peu plus haut dans la colonne d'eau. Mais du coup, même si on va pêcher le bar, forcément, si on est dans une zone où il y a des dauphins qui évoluent, ou où il y a quelques requins, parfois, il y en a encore un peu au large de nos côtes, on va les avoir dans nos filets. Il y a toute la question des prises accessoires qui est importante. Il y a Sea Shepherd, je ne sais pas si Sea Shepherd a déjà fait des actions au Havre qui montrent des dauphins qui sont retrouvés morts sur les plages et ils les amènent dans les villes pour dire voilà, ça c'était à côté de chez vous. Mais en fait, c'est retrouvé sur les plages parce que ça s'est pris dans les filets des pêcheurs, parce qu'on a pêché le bar que vous allez manger demain. Moi, j'ai grandi à La Rochelle et je ne savais pas qu'il y avait des dauphins au large de nos côtes. Et dans tout le golfe de Gascogne, c'est le cas. Et en fait, chaque année, on en récupère plein, comme ça, sur les plages. Et encore, c'est qu'une partie de ce qu'on peut, de ce qui a été pris dans les filets.
mais à cause de la pêche et des poissons qu'on demande de consommer toujours plus. Puisque le problème, c'est surtout cette surconsommation et on veut manger du poisson à toutes les sauces, on va dire, et c'est pas possible en fait. Il faut aussi qu'on réduise, nous, notre demande et garder la pêche à ceux qui en ont besoin pour vivre, parce que ce que je vous dis, c'est pas d'arrêter complètement la pêche partout dans le monde, mais il y a des pays qui n'ont rien d'autre, où il n'y a pas de légumes qui poussent comme chez nous. On a la chance d'avoir des terres complètement variées, où on peut faire pousser plein de choses. Il y a des pays comme l'Indonésie ou les Philippines où ce n'est pas le cas, et pour le coup, la pêche, là, elle est importante et elle permet de faire vivre des personnes et de nourrir aussi la quasi-totalité de la population. Ouais, sur la pêche. C'est plein d'infos, mais c'est important, je pense, d'avoir un peu en tête tous les enjeux et tout ce que ça implique aussi. Donc sur l'alimentation, parce que je vous ai dit que c'était positif et que c'était pas que vous plomber ce soir que j'avais envie de faire. Ce que vous pouvez faire, vous, à l'échelle individuelle, c'est végétaliser vos assiettes. Déjà, ce sera un très très grand pas. Avant même de manger local, parce qu'il y a plein d'études qui montrent que finalement, manger local, c'est pas le principal. Certes, c'est important, puis c'est aussi important socialement, parce qu'on va aller rencontrer les agriculteurs qui nous nourrissent, on va leur donner notre argent. Mais en fait, ce qui est plus important, c'est la manière dont on produit les choses. Et du coup, ce qu'on va manger au final aussi. Sur l'empreinte carbone, la viande, c'est toujours au top du top. Par contre, les fruits et légumes, c'est bien plus bas. Du coup, parfois, il vaut mieux manger une banane qui vient de l'autre bout du monde ou un autre fruit exotique et puis se passer de la viande locale parce que ça va avoir moins d'impact. Est-ce que vous avez des questions sur l'alimentation? Est-ce que tout est clair? On avance? Ah, celui-là, on ne l'avait pas dit, la finance. À votre avis, c'est quoi le lien entre la finance et l'empreinte écologique? Ouais, Louis. Les principales banques françaises et européennes en fait, qui investissent dans des projets d'énergie non renouvelable, notamment le pétrole, gaz, et qui ont un fort impact environnemental. Et en gros, ces investissements-là, ils sont faits par notre épargne en fait. Je sais qu'il y a deux banques qui sont sorties, notamment Greengold et Helios, tu dois connaître, ouais. Et qui justement, avec notre épargne et notre argent sur notre compte, du coup, financent des projets en rapport avec la transition écologique. Et ce n'est pas le cas des grandes banques, malheureusement, puisque la majorité des financements du coup, sont faits dans des projets d'énergie fossile. Tu as tout dit. Non, ce que je peux rajouter, c'est que tout à l'heure, il y avait les 12 tonnes là, de carbone, d'équivalent carbone, d'équivalent CO2 qu'on émet chaque année en tant qu'individu en France. Si on prenait en compte l'impact de notre épargne, donc évidemment c'est une moyenne, hein, je pense qu'ici il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas encore d'épargne, moi non plus j'en ai pas. Mais si on prenait en compte l'empreinte de l'épargne de tous les Français qu'on va diviser par le nombre d'habitants, ça doublerait l'empreinte carbone. Voilà, donc déjà les choses sont dites. Notre argent, on a l'impression qu'on le met dans une banque, voilà, et il va nous rapporter un peu chaque année ou on le place quelque part et puis c'est tout. En fait, les banques, c'est comme si on leur prêtait de l'argent et qu'elles allaient investir derrière dans les projets qu'elles veulent. Et les grandes banques elles préfèrent investir dans les projets d'énergie fossile parce que c'est plus rentable que les énergies renouvelables ou que des projets de l'économie réelle qui vont avoir un meilleur impact sur notre planète sur laquelle on vit. Il y a une étude d'Oxfam France qui montre que l'empreinte carbone des principales banques en France, donc je crois que c'est les 6 plus grosses banques, BNP, Société Générale et les autres que vous connaissez, c'est 8 fois l'empreinte carbone de la France. Voilà. Ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'individus, c'est déjà demander à notre banque où est-ce qu'elle met notre argent, à quoi ça lui sert. Et même si vous avez juste un petit compte courant avec votre argent du mois pour vos études, on peut aussi leur demander ce qu'elles font avec l'argent qu'on met chaque mois sur notre compte, parce que même l'argent du compte courant, il est utilisé. On ne le donne pas, c'est pas gratuitement qu'on a accès au compte. Donc on peut demander à nos conseillers et à nos conseillères ce qu'ils font de notre argent. Dans la grande majorité des cas, je pense qu'ils ne sauront même pas vous répondre. Parce que c'est tellement opaque et c'est souvent tellement grosses banques qu'ils ne savent pas où va l'argent, les flux, on n'arrive pas à les tracer. Et du coup, si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, ou si vous ne l'avez même pas du tout, ce que vous pouvez faire,
si vous n'avez pas d'épargne et de prêt engagé pour un appartement ou une maison, c'est changer de banque. Ça prend 3 minutes. Il y a Helios, tu l'as dit, il y a Gringot qui vient de se lancer. Donc ça, c'est des néobanques, donc c'est seulement en ligne. C'est des applications qui sont super intuitives, qui sont très agréables à utiliser, pas comme celles des vieilles banques traditionnelles. Donc il y a ces 2 banques-là qui ont pour l'instant que des comptes courants, pas de compte épargne, mais ça va venir. Il y a la Nef qui a uniquement des comptes épargne pour le coup et des comptes entreprises. Donc là pour l'épargne c'est le top. La Nef c'est la seule banque en France qui partage chaque année un rapport qui va dire où est-ce qu'elle a mis l'argent, dans quelle entreprise elle a mis l'argent, quel est le montant. Voilà. Donc c'est la seule qui est vraiment 100% transparente et pour qui on peut tracer les flux bancaires. Et après, pour les personnes qui préfèrent avoir un conseiller ou une conseillère en physique et donc une agence, il y a le Crédit Coopératif qui est partout en France, qui est bien mieux que la plupart des banques et qui est aussi très bien. Voilà pour la partie finance. Prochain sujet, l'énergie. Louis, tu en as parlé tout à l'heure. En fait, l'énergie, c'est un peu dans toutes les thématiques et tous les leviers d'action, puisque ça se retrouve dans l'agriculture, parce que pour faire marcher les machines qui vont permettre de labourer les champs, on utilise de l'énergie. Pour la banque, peut-être un peu moins, et encore, on utilise le numérique beaucoup. Et tous les leviers d'action qui vont venir, en fait, l'énergie, ça a une place centrale, c'est le gros sujet pour pouvoir réussir cette transition, et notamment cette transition climatique, énergétique même. Il y a plusieurs débats. Bon, sur les fossiles, je pense que c'est clair, on est tous d'accord, il faut arrêter. Sur le nucléaire et le renouvelable, c'est un peu plus partagé. Moi, je n'ai pas forcément d'avis. En revanche, il y a des études qui montrent, et d'ailleurs, il y a une étude là qui va sortir le 26 octobre, alors j'ai oublié le nom, il me semble que c'est NeoWatts ou quelque chose comme ça, qui va imaginer en 2040 quel sera le mix énergétique et du coup d'où viendra l'énergie qu'on consommera. Ils ont imaginé du 100% renouvelable, donc plus de nucléaire, plus d'énergie fossile, et ils montrent comment faire pour y arriver. Donc que c'est possible, mais qu'il va falloir prendre des très grosses actions pour y arriver. Vous, ce que vous pouvez faire, si c'est le renouvelable que vous avez envie de promouvoir, c'est pareil, comme la banque, changer de fournisseur d'électricité. Ou de gaz d'ailleurs. Vous pouvez prendre des notes, mais vous aurez toutes les infos après par Louis. Sur l'électricité, est-ce que vous pouvez me dire chez qui vous êtes? Vous savez déjà, EDF pour la plupart. Engie, ok. Qui est chez Enercop? Oui. C'est exemplaire. Enercop, ok, très bien. Enercop, c'est une coopérative, donc ça appartient aux personnes qui sont clientes. Et c'est donc une coopérative qui va financer uniquement des projets d'énergie renouvelable. Donc quand vous êtes chez Enercop, vous vous assurez que tout l'argent, toutes les factures que vous payez, ce montant-là va au développement des énergies renouvelables. Dans votre prise électrique, vous aurez la même énergie que votre voisin, la même électricité, elle viendra du même endroit. La seule chose dont vous vous assurez, c'est que le mix énergétique, il commence à se balancer un peu et qu'il y ait plus d'énergie renouvelable dans le mix énergétique parce que vous avez donné de l'argent aux renouvelables et pas au nucléaire, comme si vous étiez chez EDF par exemple. Il y a pas mal d'offres, d'ailleurs, des fournisseurs classiques, traditionnels, d'énergie verte. Souvent, c'est pas si vert que ça. Il y a une petite partie qui va au renouvelable, le reste qui continue d'aller au nucléaire ou au fossile. Et surtout, en fait, ils jouent un peu sur une loi de... C'est compliqué, mais en gros, c'est comme s'ils achetaient des espèces de faux billets d'énergie renouvelable qui en fait, n'auraient rien changé. Ces énergies renouvelables, elles auraient quand même été produites, elles auraient quand même été financées. Mais en gros, il y a un gap judiciaire là-dessus qui fait que les grands groupes peuvent jouer et dire qu'ils financent du renouvelable alors que ce n'est pas forcément le cas. À part Enercop, il y en a d'autres fournisseurs qui sont un peu moins chers. Enercop, ça coûte quand même plus cher que EDF, il faut se le dire. Mais il y a ILEC, il y a Équateur qui sont moins chers. Il y en a plusieurs. Après, à vous de comparer. Il me semble que c'est Greenpeace qui a fait un bon comparateur qui explique les différents fournisseurs et leurs points positifs, leurs points négatifs ou à améliorer.
Donc ça peut être pas mal si vous voulez aussi changer de fournisseur. Ça prend autant de temps que changer de banque, ça prend 5 minutes. Le numérique. Alors quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as dit le numérique? Toutes les connexions qu'on fait, tous les échanges de mails, dès qu'on utilise Internet, ça consomme énormément d'énergie en fait. L'information est transite par des câbles sous l'océan, par plein de choses, ça consomme beaucoup d'énergie. Ouais. Donc les... aussi des données. Ouais. Aussi avec le data, tout ça, d'autant plus que c'est invisible en fait. Je pense bien plus invisible que d'autres choses. Complètement. C'est invisible chez nous, mais par contre, il y a des gros data centers où c'est clairement visible et on voit l'impact en physique. C'est ça. Vous avez sûrement déjà vu les vidéos, les images d'énormes parcs de data centers, donc de centres de données qui vont être climatisés parce que ça surchauffe. On leur envoie trop de données, il faut bien climatiser tout ça. Donc ça émet beaucoup de gaz à effet de serre. Et ça, c'est dû à l'usage qu'on a d'Internet. Donc oui, les mails, mais ce qui a plus d'importance encore, c'est les vidéos en streaming, les films sur Netflix, ou même notre série documentaire sur Imago TV. Si vous la regardez chez vous, ça va faire tourner des data centers un peu plus. Et puis tout le stockage, parce que tous les mails qu'on garde, toutes les infos qu'on stocke sur Internet, il faut bien les mettre quelque part. Et donc, c'est plein de centres de données comme ça qui vont s'accumuler au fil du temps. Il y en a en France, il y en a aux États-Unis. Je parlais des États-Unis tout à l'heure, mais il y en a aussi beaucoup en France. En région parisienne, il y a des endroits maintenant où il y a des très gros centres de données, parcs de centres de données. Donc, ça a un impact dans la vie réelle, c'est pas que virtuel. Mais par contre, je trouve qu'on se trompe un peu de combat quand on parle que de l'usage qu'on fait du numérique. Parce qu'en fait, le gros sujet, et ça c'est The Shift Project qui le dit, c'est pas moi, c'est un think tank qui est spécialisé sur ces questions-là et les questions énergétiques. En fait, ils disent que oui, l'usage du numérique, ça a un impact, c'est sûr. Il y a tous ces data centers qu'on connaît. Mais en fait, le plus important, c'est les équipements qu'on utilise et la vitesse à laquelle on les renouvelle. Aujourd'hui, je crois que le Français moyen, il change de téléphone tous les 2 ans. Et bon, c'est pareil pour les ordinateurs, c'est pareil pour les appareils photo, si vous en avez. Tous les appareils numériques qu'on utilise, en fait, on les renouvelle beaucoup trop souvent, puis ils sont de plus en plus sophistiqués. Donc, il y a besoin de plus en plus de matériaux, et notamment de matériaux rares qu'on va extraire sur la planète. Et donc, c'est ça, en fait, qui a le plus d'impact. Donc oui, il y a l'usage qu'on peut réduire, on peut mettre moins de personnes en copie de ses mails parce que tout le monde n'a peut-être pas besoin d'être dans un mail, mettre moins de pièces jointes ou regarder moins de vidéos sur Netflix. Mais si on continue de changer son téléphone tous les ans, ça ne sert à rien en fait. Il vaut mieux continuer à regarder plein de vidéos Netflix, peut-être pas tous les soirs, mais de temps en temps, garder ses équipements le plus longtemps, faire en sorte de les réparer s'il y a un problème, peut-être acheter et reconditionner aussi. Il y a Back Market qui est super pour ça, il y en a d'autres. Il vaut mieux faire ça et puis continuer à utiliser Internet comme on utilise, comme un outil qui va permettre éventuellement, comme ce que nous on fait avec Bluetopia, de partager des infos avec plus de personnes sur les enjeux écologiques, sur les questions liées à l'océan. Les transports. On en a parlé quand je vous ai posé la question, c'est d'ailleurs la première chose qui nous est venue en tête. Vous connaissez tous l'impact de l'aviation. Je pense que ça ne sert à rien d'en reparler. Il y a aussi les transports en voiture. Moi, je vois à La Rochelle, quand il y a des bouchons sur la rocade, en fait, tout le monde, c'est que des voitures avec une seule personne. Et parfois, je me dis, mais c'est fou, si on mettait juste 2 personnes ou 3 personnes dans ces voitures-là, il y aurait beaucoup moins de monde sur les routes. Déjà, ce serait plus sympa de rouler, et puis en plus, on émettrait beaucoup moins de gaz à effet de serre. Donc, il y a la question du covoiturage, qui est intéressante. BlaBlaCar a permis aussi de rendre ça possible pour le plus grand nombre. Et puis après, il y a la manière aussi dont on voyage, donc pas forcément au quotidien, mais pour les vacances ou quand on part en week-end, juste pour un week-end dans une capitale en Europe. Peut-être qu'il y a des choses aussi à faire en France, plus près de chez nous, qui sont aussi des aventures qui peuvent devenir extraordinaires, même si c'est juste à côté de chez nous. Il y a plusieurs médias maintenant qui essayent de partager ce concept de micro-aventure. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, les micro-aventures.
En fait, l'idée, c'est de montrer qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, de prendre l'avion, d'aller sur une île tropicale pour vivre une aventure extraordinaire. On peut le faire à côté de chez soi. Il suffit juste de revoir la manière dont on voyage. Donc on peut aller faire, j'en sais rien, au Havre, du kayak dans l'océan. On peut descendre toute la Vélodyssée. La Vélodyssée, je ne sais pas si elle passe par le Havre, si elle s'arrête avant. En tout cas, faire une grosse partie d'un voyage à vélo et ça devient une aventure en soi. On peut partir à la voile. Bientôt, il y aura SailCop, donc c'est encore une coopérative, comme EnerCop, mais cette fois, c'est pour le transport de passagers à la voile. Ça va sortir d'ici quelques jours. Ils vont faire les premières traversées entre le sud de la France et la Corse, donc Toulon et la Corse, il me semble. Bientôt des transatlantiques, donc entre je ne sais plus quelle ville sur la côte atlantique et l'autre côté de l'océan. Donc, il y a plein de choses qu'on peut aussi imaginer et qui peuvent devenir des belles aventures. Il y a Chiloé qui partage des super micro-aventures pour vous donner des idées. Il y a Leothers qui vient de sortir une carte qui s'appelle Recto Verso, où en fait c'est une carte de France. Et on voit tous les chemins cyclables en France, on voit tous les points d'intérêt, les parcs naturels. Donc en fait, en plus on a de la chance, on habite en France quand même. On a un pays qui est extraordinaire, on a les montagnes, on a des lacs, on a des forêts, on a l'océan, on a la mer. Donc il y a plein de choses à faire et je pense qu'on peut, sans aller à l'autre bout du monde, vivre des choses qui sont vraiment belles à côté de chez soi. Donc ce concept de micro-aventure, je pense qu'il est pas mal à garder en tête quand vos copains vous proposent des week-ends à Madrid. Peut-être que vous proposez des week-ends un peu plus proches et qui seront tout aussi agréables. Ça ne veut pas dire que je suis exemplaire d'ailleurs sur les transports, hein. Personne ne l'est. Et j'ai aussi beaucoup pris l'avion. Et je suis persuadée que les voyages à l'autre bout du monde, c'est aussi une richesse. Donc je ne vous dis pas d'arrêter tous les voyages en avion. Mais juste, en tout cas, nous, c'est ce qu'on va faire maintenant. Si on voyage en avion, on restera plus longtemps dans les endroits. Et peut-être ce sera pour y vivre pour 1 an ou 2. Mais les week-ends dans des capitales européennes ou pas très loin, pour le coup, je pense que c'est des choses qu'on peut facilement enlever et qui ne vont pas nous faire perdre une grosse richesse culturelle. Prochain sujet, on ne l'avait pas dit non plus, c'est la mode. Pourquoi, à votre avis? Oui. Un poste de consommation dans lequel on a tendance à beaucoup jeter, reprendre, et puis surtout ça se fait dans le besoin. La mode, son effet un peu psychologique, on achète alors qu'on a forcément besoin. Ouais. C'est vrai. Oui. Ouais, la production de textile et de coton, vachement énergivore et puis pas maîtrisée en termes d'écologie. Complètement. Donc il y a la façon dont on la consomme, la façon dont c'est produit. Ouais. C'est lié du coup à ce que tu disais, c'est que si on a envie tout le temps de consommer plus, d'acheter plus de vêtements, c'est parce que y a des marques qui sortent des collections toutes les 2 semaines. Zara, je ne sais plus combien de collections ils ont à l'année, mais c'est impressionnant. Il n'y a plus de saison. Hein, les collections, elles sont renouvelées tout le temps et on crée des nouveaux motifs, des nouvelles formes pour toujours donner envie aux gens de consommer un peu plus. Et puis en plus, c'est des vêtements de mauvaise qualité, donc ils vont s'abîmer rapidement. Donc on va devoir les changer rapidement. Et on n'utilise que 30% des vêtements qu'on a dans notre garde-robe. Faites le test. Hein. Même moi, à chaque fois que je le fais, je me rends compte qu'il reste 2-3 trucs que je mets jamais, que je garde en me disant au cas où quand même, si on fait telle soirée, si on part à tel endroit, mais en fait, on s'en sert jamais. Il vaut mieux peut-être louer la belle robe de mariage qu'on va utiliser qu'une fois dans l'année plutôt que de la garder dans ses placards et qu'elle ne serve à rien. Donc, testez. C'est intéressant de regarder ce qu'on porte vraiment au quotidien. On est souvent tout le temps habillé pareil. Sur la mode, du coup, il y a aussi la façon dont c'est produit. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Sur le coton. Le coton, c'est une des cultures pour lesquelles on utilise le plus de pesticides au monde. Ça a des impacts désastreux sur les personnes qui les cultivent, notamment en Inde. Il y a pas mal de problèmes avec les agriculteurs qui font pousser le coton. Ça utilise beaucoup d'eau, alors que l'eau, vous savez tous, c'est une ressource rare. Donc il y a ça, et puis il y a aussi toutes les matières textiles synthétiques qu'on utilise. Pareil, regardez vos étiquettes quand vous faites le tri de votre garde-robe. Vous verrez que dans la plupart de nos vêtements, on a des matières synthétiques. Donc on n'a pas juste du coton, souvent on a du coton et de l'élastane pour que ce soit un peu plus stretch.
On a du coton et du polyester qu'on mélange. Ça, il n'y a pas d'intérêt. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Ça coûte moins cher, je pense, que c'est pour ça. Du coup, on a beaucoup de matières synthétiques dans nos vêtements. C'est issu du pétrole. Toujours, c'est du plastique. La polyamide, le polyester, le nylon. Il y en a d'autres. Vous verrez, les noms que vous ne comprenez pas, en général, c'est des matières synthétiques qui viennent du pétrole. Ça a un impact à l'extraction, parce qu'on va extraire du pétrole. On ne va pas refaire le cours de l'histoire, vous savez comment ça marche. Ça a un impact en fin de vie, parce que c'est difficile à recycler, surtout si on a mélangé différents matériaux, qu'on a fait du coton polyester, c'est la pire des choses à faire, même si c'est recyclé. Parce qu'en fait, on mélange de matières et que derrière, pour pouvoir refaire des fibres, il va falloir séparer les matières, et ça, on ne sait pas le faire, ou alors ça coûte très très cher. Et puis, ça a un impact à l'usage, parce que quand on les porte, ou surtout quand on les lave, ça va libérer des microfibres de textile qui sont en plastique. Et du coup, quand on passe nos vêtements en fibres synthétiques dans nos machines à laver, ces microfibres de plastique, elles vont partir dans les canalisations, dans les cours d'eau et en fin de compte, dans l'océan. Nos stations d'épuration, elles ne sont clairement pas capables de les arrêter. La seule solution qu'on peut mettre en place, nous, c'est d'utiliser des filtres. Donc, il y a des filtres qu'on peut mettre sur les machines. En 2025, dans les nouvelles machines à laver, ce sera obligatoire d'avoir un filtre pour les microfibres. Ça, c'est une bonne nouvelle, une bonne chose que le gouvernement a faite. Et puis, sinon, il y a un sac qui s'appelle le Guppy Friend Bag, dans lequel on peut mettre tous nos vêtements en fibres synthétiques et qui va arrêter les fibres avant qu'elles partent dans les canalisations. Après, on peut récupérer, mettre à la poubelle ou, comme nous, garder dans un pot et en attendant de savoir ce qu'on pourra en faire et comment est-ce qu'on pourra les recycler. Donc ça, c'est une bonne solution. Et après, quand vous achetez de nouveaux vêtements, quand vous en avez vraiment besoin, et pas parce que c'est la nouvelle mode, là, vous pouvez regarder la composition et essayer de favoriser des vêtements en fibres naturelles. En France, on a de la chance, encore une fois, il y a du lin et du chanvre qui poussent dans le nord, pas loin de chez vous. C'est des matières qui sont vraiment super pour des t-shirts, pour des pantalons. Et ça, on peut les favoriser et éviter de prendre un sweat en polyester et plutôt prendre quelque chose en lin, en chanvre ou en coton bio qui va utiliser moins de pesticides, pas de pesticides du tout même, et moins d'eau. Ça, c'est des alternatives. Et après, il y a toute la partie textile recyclé. Il y a de plus en plus de marques qui se lancent là-dedans. Il faut juste faire attention à une chose, c'est que souvent, on dit des plastiques recyclés de l'océan, super, mon t-shirt, il est en plastique recyclé de l'océan, c'est génial. Bon, déjà, mon t-shirt, du coup, il va déverser du plastique à chaque fois que je vais le laver dans ma machine. Donc, c'est peut-être pas forcément l'idéal d'en prendre pour en remettre. Et puis, en plus, en fait, on ne sait pas recycler le plastique qui vient de l'océan, il est trop dégradé. Donc, souvent, c'est beaucoup de marketing. C'est une toute petite proportion de la matière finale. Donc, il y a souvent 10% qui sont issus de déchets qui proviennent de l'océan. Et puis le reste, c'est du plastique qu'on récupère sur Terre. Donc, faire aussi attention parfois avec ce que nous font croire les marques. Pareil, Coca-Cola qui a lancé sa bouteille en plastique des océans. Ça m'étonnerait que ce soit 100% déchets plastiques de l'océan, c'est pas possible. Voilà sur la mode. On avance sur les prochains. Les produits d'hygiène et d'entretien. Ça non plus, on ne l'avait pas dit. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'on peut réduire? Ouais. Déjà, je pense le fait que ça parte dans les canalisations en rapport avec l'eau. Donc ça, déjà, ça complique le travail d'épuration, je pense, des eaux. Et puis, voilà, c'est très chimique, c'est intéressant. Oui, alors ça dépend quel produit d'hygiène d'entretien on utilise, mais oui, le problème c'est ça, c'est qu'en fait, tout ce qu'on se met sur la peau, tout ce qu'on va faire passer, qu'on met dans notre lavabo pour faire notre vaisselle ou autre, et ça finit dans les canalisations et dans l'océan ou dans les cours d'eau, comme le font les microfibres de nos vêtements quand on les passe en machine. Donc en fait, il faut juste à chaque fois qu'on utilise quelque chose qui va potentiellement finir dans l'océan, se demander ce qu'on utilise, ce qu'il y a dedans, et quelle est la composition de tous ces produits-là qu'on utilise au quotidien. Est-ce que vous utilisez vous savez déjà quel type de produit vous utilisez? Est-ce que vous y faites attention? Alors vous savez, c'est sûr. Est-ce que vous y faites attention? Oui. Il y a des dentifrices et des savons solides, donc c'est super efficace. Ouais. Vous en utilisez? T'en utilises? Ok. Et alors, vous êtes convaincu? Ok.
Très bien. Ouais, il y a plein de... Maintenant, c'est l'avantage, hein, ça se développe de plus en plus. Il y a plein de marques qui font des cosmétiques solides. Ou alors, si vous n'êtes pas convaincu par les shampoings solides, il y a aussi des shampoings liquides, par exemple, qui existent, mais qui sont 100% naturels, bio, qui vont être avec des bons ingrédients, potentiellement en vrac, comme ça, il n'y aura pas de déchets en plus pour l'emballage. Donc ça, c'est des choses qui se font. Pareil sur les produits d'entretien, maintenant, on trouve beaucoup de lessives qui sont naturelles, où il y a très peu d'ingrédients dans la composition. On peut les faire soi-même aussi, si on a envie et si on a le temps. Moi, je ne les fais pas, j'ai essayé. C'est marrant à faire 2-3 fois, mais ça prend du temps. Et puis finalement, on se rend compte que les marques qui sont spécialisées là-dedans, elles ont travaillé très longtemps avant d'avoir leurs recettes et qu'elles ont peut-être des meilleures recettes que nous. Mais c'est assez marrant, je pense que dans ce livre que vous allez avoir après, il y a plein de recettes. Vous pourrez tester. Mais en tout cas, voilà, c'est juste garder en tête que tout ce qui passe sous l'eau, là, quand on va sous notre douche, quand on fait notre vaisselle, quand on fait notre ménage et qu'après on jette l'eau de la serpillière, tout ça, ça finit dans l'océan un jour. Et donc réfléchir à la composition de ce qu'on utilise au quotidien, ça peut être intéressant. C'est le dernier point, et c'est les déchets. On a parlé du tri tout à l'heure. Est-ce que vous avez quelques idées des problématiques des déchets, même si on en a énormément parlé dans les médias? Le maximum qu'il y en ait déjà. Ouais, c'est ça. Le premier point, c'est une catastrophe. Complètement, ouais. Moi, je voulais prendre déjà toute l'énergie que ça demande pour les traiter, s'il le faut. Et puis ensuite, toute la pollution de la nature, parce qu'il y a des choses qui sont pas forcément biodégradables, une majorité de choses, et puis le plastique dans les océans aussi. Ça finit un peu partout, quoi, que ce soit sur Terre ou sur la mer. Ouais. C'est vrai, en fait, souvent, on se dit après coup comment on va faire pour les gérer une fois qu'ils sont là. Va bien falloir qu'on en fasse quelque chose, qu'on les mette dans une poubelle, qu'on les recycle. Mais en fait, c'est ça le principal souci. Et ce qu'on oublie souvent, c'est comment on fait pour les réduire. Parce que si on réduit en amont, en aval, ça sera bien plus simple à gérer parce qu'il y en aura moins, que du coup, ça pourra être mieux fait, qu'on pourra mettre tous nos moyens dessus et qu'on arrivera mieux à les revaloriser. Aujourd'hui, il y a tellement de déchets, que ce soit plastique, carton, ce que vous voulez, toutes les matières, qu'on ne peut pas tout revaloriser. C'est pas possible, on en produit trop. Si ça vous intéresse, demain, on parlera du plastique plus en détail. Mais en tout cas, voilà, on produit trop de déchets, on achète beaucoup trop de choses qui sont suremballées dans des packagings qui ne servent à rien à part mettre plein de messages marketing pour nous pousser à acheter. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire à ce niveau-là. Si vous allez encore faire vos courses dans les supermarchés, vous pouvez leur laisser les suremballages qui ne servent à rien autour des yaourts, autour de... En fait, on se rend compte qu'il y a plein d'emballages, souvent c'est des cartons en plus ou des films plastiques en plus qui servent à rien et que dès qu'on arrive chez nous, on met à la poubelle. Vous pouvez aussi les laisser au supermarché parce que si tout le monde fait ça, à un moment donné, ils vont se dire « Punaise, ça me pèse un peu sur les bras, il faut que je gère tous ces déchets, peut-être qu'il faudrait que je fasse remonter un peu plus haut. » Et ça pourra faire bouger les choses. Il y a Plastic Attack qui fait parfois des actions comme ça, coup de poing, on va dans les supermarchés et tout le monde enlève ses emballages en même temps et du coup on laisse tout au supermarché. Donc ça c'est assez marrant à faire. S'il y en a, participez-y, c'est sympa. Et puis sinon, il y a aussi des magasins. Alors je ne connais pas le Havre, je ne sais pas s'il y a beaucoup de magasins vrac. Mais en tout cas, ça commence à se développer un peu partout, de plus en plus. Même dans les supermarchés, il y a des rayons vrac normalement, dans quasiment tous les supermarchés maintenant. Et donc, on peut acheter une grosse partie de ces produits maintenant en vrac, en ramenant ses propres sacs, ou en allant au marché acheter ses fruits et légumes, on ne prend pas les poches qu'ils nous donnent, ou les sacs, je ne sais pas si vous dites poche ici, les sacs qu'ils nous donnent et on prend nos propres sacs. Ça, c'est des choses assez simples, il faut juste s'organiser un peu pour y penser. Parfois, on n'en a pas, bon, tant pis, mais bon, je pense que la plupart du temps, on sait quand on prévoit d'aller faire ses courses et on peut s'organiser pour avoir un maximum de contenants, pas trop lourd, hein. Prenez pas tous vos bocaux en verre, ça on peut transférer à la maison. Mais c'est faisable de réduire une bonne partie de nos déchets en tout cas, sans être zéro déchet. On parle tout le temps de zéro déchet, là, la famille zéro déchet. Bon, ils ont mis quand même un presque, hein, parce que c'est difficile, c'est même impossible je pense aujourd'hui d'être zéro déchet. Et cet objectif, il fait même tellement peur que parfois on se dit je vais pas y arriver donc je fais rien. Il vaut mieux y aller doucement, essayer de réduire ce qu'on peut et c'est déjà des bons pas de fait. Et on avance dans le bon sens comme ça.
Puis ce qu'on oublie souvent sur la partie déchets, c'est qu'on parle beaucoup du plastique. Et on a l'impression qu'il ne faut plus du tout de plastique. On ne veut plus de plastique, mais par contre, on veut bien le carton, on veut bien la paille en amidon de maïs biodégradable, soi-disant, ou compostable. En fait, le problème, ce n'est pas forcément le plastique. Déjà, c'est la manière dont on l'utilise. On le verra demain. Et surtout, c'est le fait d'avoir des produits à usage unique qui vont nous servir quelques secondes, quelques minutes, et puis que derrière, on va jeter. Donc, c'est de l'extraction de matière, c'est derrière de la transformation pour arriver au packaging qu'on voit quand on l'achète. Et puis, tout ça pourquoi? Pour le jeter au bout de quelques minutes. En fait, c'est ça le problème. Si on remplace tout le plastique par du carton ou par de l'amidon de maïs compostable, on va aussi avoir un problème au niveau des arbres, au niveau des ressources de maïs. Et du coup, il faut juste essayer de repenser un peu la manière dont on utilise les objets et les emballages, à quoi ils servent. Le plastique, il peut être super utile si on l'utilise sur des années, c'est durable, ça ne va pas se casser. Sur une chaise comme ça, à mon avis, elle va rester très longtemps ici. Par contre, sur un emballage de bananes, qui va bientôt être interdit, ça ne sert à rien. Est-ce que vous, il y a des déchets que vous n'arrivez pas à éliminer? Les serviettes de table, quand on a des invités, faire une jolie table. C'est le truc tout con, mais c'est vrai que ça dure pas longtemps, quoi. C'est vrai. Il y a des serviettes réutilisables, sinon. En plus, souvent, c'est plus joli. Qui d'autre, vous essayez de réduire des déchets et il y a des choses que vous n'arrivez pas à éliminer? Les gâteaux, ouais, l'alimentaire, c'est compliqué. Je pense que c'est le plus dur, l'alimentaire, surtout si on ne peut pas tout cuisiner et qu'on n'a pas le temps de tout cuisiner. Il y a forcément des choses qu'on va acheter un peu transformées et qui vont être emballées. Moi, c'est le tofu. Le tofu, on ne le trouve pas en vrac. C'est possible à Paris, dans un magasin, dans un arrondissement. J'habite pas à Paris déjà, donc je ne vais pas y aller pour acheter mon tofu à chaque fois. Les yaourts aussi, pareil. On mange pas mal de yaourts végétaux, du coup, parce que je suis végane. Mais les yaourts végétaux, c'est aussi emballé dans du plastique. On trouve quelques yaourts maintenant dans des pots en verre, des yaourts à base de lait animal. Les yaourts végétaux, ce n'est pas encore le cas. Donc oui, il y a des choses qu'on ne peut pas éliminer, il y en a d'autres, c'est plus facile. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Le dernier levier d'action, qui n'en est pas vraiment un, qui va recouper tout, c'est la manière dont on consomme et ce fameux moins mais mieux. Et presque, j'aurais pu vous mettre le moins en très gros et le mieux en petit. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas ce qu'on consomme, évidemment, c'est ce qu'on consomme, mais c'est pas seulement ça, c'est surtout la quantité qu'on consomme, que ce soit sur la mode, où on renouvelle nos vêtements, on a tout le temps envie d'en acheter, sur le numérique, on a envie d'acheter un nouveau téléphone quand il y a la nouvelle version de l'iPhone qui sort. En fait, on nous pousse tout le temps à acheter, à consommer. On vit dans un monde très matérialiste, qu'on se le dise. On peut pas y couper. Mais en tout cas, on peut essayer de réduire un peu la manière dont on consomme, vivre plus d'expériences, ces micro-aventures là dont on parlait tout à l'heure. À Noël, essayer d'offrir par exemple des expériences plutôt que toujours un nouveau produit, quelque chose de matériel. En fait, ce dont on se souvient, c'est plutôt ça d'ailleurs. C'est plus des expériences que des petits cadeaux qu'on a reçus et qu'on va mettre au fond d'un placard. Donc la conclusion de tout ce que je vous ai dit, ce serait ça, c'est beaucoup moins, mais mieux. Et donc ce que vous consommez, essayez de le faire mieux quand vous pouvez, en fonction de vos moyens, des possibilités, de ce qu'il y a autour de vous aussi, parce que s'il n'y a pas beaucoup de vrac, c'est peut-être compliqué d'acheter en vrac. Mais en tout cas, voilà, en fonction de ce que vous avez entre les mains, vous pouvez aussi faire mieux. Mais c'est surtout moins qu'il faut garder en tête. Et ça coûte pas plus cher. Du coup, quelques pistes de réflexion. Alors, vous pouvez me répondre, vous pouvez juste réfléchir dans votre tête. Maintenant que vous avez vu tous ces leviers d'action, qu'est-ce que vous faites pour préserver le vivant et du coup pour réduire cette empreinte écologique? Mais d'ailleurs, je préfère ce terme parce que préserver le vivant, c'est plus positif. Et souvent, quand on parle d'écologie, on parle de réduire notre quantité de viande, réduire nos déchets, réduire les vêtements qu'on consomme.
c'est tout le temps négatif. En fait, on a l'impression qu'on nous enlève toujours des choses et qu'il ne va plus nous rester grand-chose au final. Mais c'est aussi beaucoup de plus. C'est plus de biodiversité, plus de beauté dans le monde qui nous entoure. C'est plus de bonheur peut-être et de joie parce qu'on réduit la dissonance cognitive qu'on a, ce qu'on pense être juste et puis ce qu'on fait. Quand on sait que l'avion, ça pollue énormément et qu'on prend quand même l'avion, quand même, ça ne fait pas très plaisir. On se pose la question plusieurs fois. Donc, quand on agit, on réduit aussi cette dissonance cognitive-là et ça nous permet d'être un peu plus heureux, un peu plus heureuse. Donc, moi, je préfère ce terme et du coup, je vous pose cette question. Si quelqu'un veut me répondre maintenant, vous pouvez. Sinon, vous pouvez aussi réfléchir individuellement. J'essaie de moins voyager, moins me déplacer. Professionnellement, j'ai parfois l'opportunité d'aller pratiquement 3 fois par semaine à Rouen, par exemple. J'essaie absolument d'éviter ça le plus possible. Je me pose des questions si la visioconférence et tout l'impact numérique, il n'y a pas aussi une conséquence aussi. Enfin, à quel point le CO2 dégagé par une voiture va être compensé par 20 ou 30 personnes connectées sur Zoom en parallèle. Voilà, même chose. Hein. Intéressant, ouais. C'est vrai que sur des longues distances, ça peut être facile. Clairement, la visio, elle va être intéressante si ça se passe au Japon, de rester en France. Sur des plus courtes distances, c'est vrai qu'il faut trouver l'équilibre aussi et réussir à faire les bons choix en fonction de ce qu'on pense, en tout cas, être juste. Oui. Moi, le stage là, j'essaie surtout de m'informer, en fait, parce que je me rends compte que c'est la plus grosse partie avant de pouvoir réaliser son empreinte écologique, participer à ce genre de conférences. Je trouve que c'est le plus grand pas à faire, en fait. Parce que sinon, on ne se rend pas compte. Et si on se lance comme ça, en disant juste je vais réduire telle chose, sans savoir à quoi ça sert, d'où ça vient, il y a moins de chances de réussir. Du coup, moi, je suis à ce stade-là, en fait. Trop bien. C'est ce qu'il faut faire. Je pense que même si on connaît plein de choses, moi, je passe mon temps à me renseigner, mais en fait, il y a aussi plein de choses qu'on ne connaît pas. Et on a toujours des choses à apprendre. On peut aussi toujours remettre en question ce qu'on croit savoir. Parce que parfois, on a l'impression qu'une chose va être bonne et puis il y a des nouvelles études qui sortent et puis finalement, ce n'est pas aussi vertueux que ce qu'on pensait. Il y a l'exemple de la voiture électrique, c'est assez emblématique. On a l'impression que ça va résoudre tous nos problèmes climatiques. Il y a aussi plein d'autres enjeux qu'il y a derrière et du coup, continuer à s'informer, c'est clé. Et puis aussi autour de nous, en fait, parce qu'une personne informée, elle veut pas faire le savoir qui se partage. Et puis, c'est important aussi. Ouais. Quelqu'un d'autre? Ouais. Moi, j'essaye de réduire ma consommation de viande parce que j'aime pas spécialement ça. Donc, je me dis que j'achète vraiment que ce que j'aime. Donc, beaucoup moins de viande. Ok, trop bien. C'est encore plus simple quand on n'aime pas. Alors moi je suis végétarienne. Par contre végane j'ai encore du mal parce que pour compenser les protéines, je mange des œufs. J'avoue que le poisson j'en mange. On est quand même au bord de la mer donc c'est un peu difficile de... Mais ça a été un des premiers trucs que j'ai fait, c'est supprimer complètement tout ce qui est viande, charcuterie, machin. Ça me sort par les yeux de toute façon. C'est un énorme pas si tout le monde faisait ça. Et j'ai la chance d'avoir un fils qui est exactement dans la même dynamique, donc on s'encourage. C'est plus simple. Mon mari est obligé de passer. Il n'a plus le choix parce que voilà. Et ça c'est important, ça soulève aussi un point, c'est que en fait l'entourage, il est aussi hyper important. Si tout le monde autour de nous fait des choses différentes, continue à manger de la viande, à manger du poisson, à manger des produits laitiers, achète des vêtements tout le temps, en fait, on est aussi influencé par les gens avec qui on est, souvent. Moi, si je suis devenue végane, c'est parce que Julien est devenu végane. Je pense qu'à deux, on se soutenait et qu'on avait aussi plus de force auprès de nos amis, de nos familles. On avait plus d'arguments, on était deux, on n'était pas seuls contre le reste du monde. Donc ça, c'est aussi important, essayer de s'entourer de personnes qui ont envie d'agir en même temps que vous. Et qui vont pouvoir vous soutenir et vous aider à avancer dans votre engagement parce que seul, c'est plus compliqué. C'est possible. Par exemple, mon fils qui est encore étudiant, c'est compliqué à la cantine, par exemple. Ou même quand ils font des soirées, ou même des barbecues, lui, il amène son propre sa nourriture, pour pas... Mais même dans les cantines universitaires ou autres, c'est pas encore... Bon, il n'est pas ici, mais c'est pas toujours... Il me dit, bon là, il y a un peu plus de choix cette année, par exemple, mais sinon, c'est pas évident quand même. C'est sûr,
faut trouver, c'est toujours une question d'équilibre, mais ouais, essayer de, s'il n'y a pas de choix végétarien à la cantine, en parler à la direction et puis demander à tous ceux qui partagent les mêmes convictions d'aller en parler, parce que s'il est tout seul, je pense qu'ils ne changeront pas, mais s'ils sont 10, 15, 20 ou plus à aller en parler, peut-être qu'ils se diront « Ah oui, en fait, il y a beaucoup de demandes et il faut qu'on change nous aussi notre offre ». Et c'est pas toujours évident. Ok. Tu as fait le lien avec, avec ce que je voulais vous dire. S'informer, je ne vais pas répéter tout ce qu'on a dit, hein, continuer de s'informer. Il y a plein de sources d'informations différentes. Il y a les conférences, comme vous le faites aujourd'hui. Il y a des podcasts. Moi, j'écoute énormément de podcasts. C'est vraiment un super outil. On peut l'écouter en faisant autre chose en même temps. Je pourrais vous faire une liste de podcasts qui sont bien pour vous informer sur ces sujets-là. Vous êtes pour la plupart encore étudiants ou étudiantes. Il y a un super podcast qui traite des métiers du futur qui s'appelle 2030 Glorieuse, qui a été lancé par Julien Vidal. Je ne sais pas si vous le connaissez, il a lancé le mouvement Ça commence par moi. Pendant 1 an, il s'est dit qu'il allait mettre en place une action qui allait améliorer le vivant, aider à préserver le vivant. Donc il s'est donné ce défi-là pendant 1 an. Un jour, il a fait son propre savon. Le lendemain, il n'a pas mangé de viande. Voilà, il s'est donné plein de petites actions comme ça. Il a écrit un livre et un deuxième et un troisième. D'ailleurs, un sur la finance, on en parlait tout à l'heure. Et puis, il a lancé ce podcast qui s'appelle 2030 Glorieuse. Et donc, il s'imagine en 2030. Donc, 2030 Glorieuse. Et donc, il essaye de voir qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse aujourd'hui pour arriver à un monde idéal dans quelques années. Et donc, ça traite beaucoup des métiers et de ce qu'on fait professionnellement pour y arriver. Donc s'informer, les podcasts, il y a aussi des documentaires. Moi, c'est 2 documentaires qui ont fait que du jour au lendemain, je suis devenue végane et que je me suis engagée dans une démarche zéro déchet. C'est Cowspiracy, sur l'impact de l'élevage industriel, et Plastic Ocean, sur l'impact de la pollution plastique. Il y a plein d'autres documentaires. Je pense que l'image, ça a un rôle hyper important pour nous aider à prendre conscience des choses et nous pousser à bouger un peu. Ouais, Louis. C'est Cowspiracy, c'est cow comme la vache, C-O-W, et spiracy, S-P-I-R-A-C-Y. Et c'est sur Netflix. Et récemment, il y a un autre documentaire qui est sorti par le réalisateur est devenu producteur, mais c'est exactement fait de la même façon. Ça s'appelle Seaspiracy, et là, c'est sur l'impact de la pêche, et notamment de la surpêche. Donc c'est assez lourd, hein. Préparez-vous si vous voulez regarder parce qu'il faut être bien armé, mais en tout cas c'est intéressant de voir aussi tous les jeux de pouvoir qu'il y a, parce qu'il essaye de montrer que en fait il y a plein de lobbies partout, même dans les ONG de défense de l'environnement, qui sont censés faire les meilleures choses pour la planète et qui en fait sont en plein dans le système et du coup sont aussi ont des intérêts, des gros conflits d'intérêts parfois. Donc il essaye de montrer tout ça. Il y a plein d'autres documentaires. Il y a la plateforme sur laquelle nous, on a mis notre série documentaire qui s'appelle imagotv.fr, qui a des documentaires, des fictions, des podcasts en lien avec la transition écologique et sociale. Je vous invite à aller faire un tour. C'est très, 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 très intéressant. Il y a plein de choses à voir ou à écouter. Je pourrais vous faire une liste de choses à aller voir ou lire pendant encore très longtemps, mais on va s'arrêter là. Dernière chose, enfin pas dernière d'ailleurs, autre chose que je voulais vous dire, c'est de rester bienveillant et bienveillante. Alors d'abord envers vous-même, parce que parfois quand on apprend des choses sur les problèmes de notre monde, on a envie de tout faire pour que ça change. On a envie de devenir 100% zéro déchet, de plus avoir un seul bout de plastique dans sa maison, de plus du tout acheter de vêtements parce que ça pollue. Mais en fait, si on fait ça, on se crame un peu, on se crame les ailes, et au bout d'un moment, on s'épuise. Et c'est pas le but de s'épuiser. Il vaut mieux aller doucement, faire les choses à son rythme, plutôt que au final se rendre compte qu'on fait trop de compromis, qu'on n'est plus forcément très heureux ou heureuse. Moi au début sur le plastique, je voulais plus un seul bout de plastique chez moi. Mais du coup, en même temps, je suis devenue végane, donc il n'y avait plus non plus de produits d'origine animale. Et du coup, ça veut dire qu'il n'y avait pas de tofu, il n'y avait pas ces yaourts, il n'y avait pas les fromages végétaux, voilà, plein de choses en fait qui me donnaient envie, mais que je m'interdisais parce que c'était emballé. En fait, il faut aussi savoir faire la part des choses et parfois hiérarchiser. Peut-être que c'est plus intéressant de ne pas manger la viande, mais d'avoir un petit bout de tofu emballé dans du plastique que de manger de la viande tous les jours, qui vient à côté de chez soi et qui est dans son petit contenant en inox.
mais qui en fait va avoir plus d'impact. Donc il y a un équilibre, encore une fois, à trouver. Mais en tout cas, je pense que rester bienveillant et bienveillante avec vous-même, c'est hyper important, et aussi avec les autres. Parce que quand on commence à parler d'écologie, en fait, les gens veulent qu'on soit parfait. Vraiment, on ne peut pas faire un seul petit pas de côté, un petit écart. Tout le monde va nous le faire remarquer. Encore plus quand on s'expose, nous on en parle sur les réseaux, on en parle en conférence comme ça. Si derrière je bois dans une bouteille en plastique, je vous rassure, c'est pas le cas. Si jamais j'avais bu dans une bouteille en plastique, c'est la première chose qu'on m'aurait fait remarquer, ce qui est normal. Mais en fait, je pense qu'il faut aussi se dire qu'on est dans un système, tout n'est pas parfait, on peut pas... parfois, il y a des imprévus, des choses qu'on peut pas gérer. Et peut-être que ce midi, j'ai mangé un plat qui était emballé dans du plastique, parce qu'on me l'a donné après la conférence que j'ai donnée. J'allais pas dire non, puis en plus, c'était un super bon plat vegan. Voilà, il y a des moments où on ne peut pas être en parfaite adéquation avec ses convictions, et c'est pas grave, c'est OK. Et donc, restez bienveillant avec vous-même et avec toutes les personnes qui vous entourent, c'est important. Et ça, je crois que c'est la dernière chose, c'est se réconcilier avec la vie sauvage. Là, il y a des requins. On a tendance à en avoir très peur. Quand on les voit sous l'eau, c'est incroyable. C'est des créatures majestueuses. Et en fait, aujourd'hui, on est un peu déconnecté de tout ça. On est déconnecté du vivant, on est déconnecté de toute cette nature qui nous entoure. D'ailleurs, on l'appelle nature alors qu'on en fait partie. Hein. Je vous le rappelle, on appelle ça environnement, comme si c'était un truc, on était là, nous, au milieu, puis qu'il y avait tout ce qui nous entoure, l'environnement. En fait, on est juste en plein dedans. Hein. C'est tout le monde au même niveau. Donc se reconnecter, se réconcilier avec la vie sauvage, passer du temps dans la nature, dans la forêt, dans l'océan, vous êtes au Havre, ça fait du bien déjà, ça nous fait du bien à nous-mêmes, et puis en plus ça nous permet de retrouver un peu la place, la juste place des êtres humains sur cette planète, et de ne pas se mettre tout en haut et puis le reste un peu plus bas là. Et puis c'est en passant du temps dans la nature que aussi on a envie de la protéger. C'est en voyant toutes ces beautés, alors certes en allant plonger à l'autre bout du monde en prenant l'avion, je vous l'accorde, je l'ai fait, mais en passant du temps à côté de chez soi aussi, dans cette nature, se rendre compte qu'on l'adore, que ça nous fait du bien et du coup qu'on a envie de la protéger et d'agir pour que ce soit pareil pour nos enfants, pour nos frères et sœurs, pour les prochaines générations qui vont être sur cette planète. Ça, c'est ma conclusion. C'est une phrase qu'on adore dire chez Bluetopia. C'est que seul, on n'est qu'une goutte, mais ensemble, on forme l'océan. Quand on est dans son coin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a l'impression de ne pas être important, que notre action, elle va être insignifiante. En fait, si vous tous, là, et vous toutes, vous agissez, déjà, ça va faire un peu plus la différence. Puis, il y en a plein d'autres partout en France qui vont faire la même chose, qui vont aider à aller dans le bon sens. Donc, gardez ça en tête. On est aussi la base, en tant que citoyens et citoyennes, de tous les changements. Donc si nous, on n'agit pas, il n'y a rien qui va bouger derrière. Et on est beaucoup à agir, de plus en plus. Donc il faut garder espoir, il ne faut pas croire que l'effondrement, ça va arriver du jour au lendemain et qu'on n'aura plus rien demain, que tout est foutu. Je pense qu'on peut rester dans l'action. Et ça va éviter de penser à est-ce qu'on est pessimiste, optimiste. On peut juste agir. Et puis, on est plein à agir et on va tous aller dans le bon sens ensemble. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si jamais vous avez des questions, alors je ne sais pas quelle heure il est 29, je n'avais même pas vu l'heure, c'est parfait. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser maintenant. Si vous voulez partir, vous pouvez partir. Il y a mon adresse mail et mon numéro. Bluetopia, vous l'avez vu au début, on est aussi sur les réseaux, il y a un site internet, enfin vous allez pouvoir trouver un moyen de me contacter si vous le voulez. Et puis sur Bluetopia, on a écrit beaucoup d'articles et de newsletters, donc si vous voulez vous renseigner sur tous les sujets que j'ai évoqués, j'ai détaillé plein de choses déjà sur le blog de notre site internet, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil.